lendemain de la fête de l'Eid el-Fitr, il est consacré au traditionnel sambé-sambé entre les familles, une occasion de retrouvailles pour certains autour des mets riches et diversifiés, un cadre pour renforcer les liens de fraternité. L'une de nos équipes de reportage, dirigée par Mariam Koulibaly, a fait le tour de certaines familles dans la capitale. Fonds de soutien patriotique, le Conseil national de la jeunesse adhère à la décision des autorités. La fêtière de la jeunesse envisage l'organisation des séances de sensibilisation et d'information à travers le pays sur le bien fondé de la décision. Et dans Focus Santé, la rédaction s'intéresse ce soir à la consultation prénatale dite CPN. Cette consultation permet de détecter à temps les pathologies qui peuvent affecter la femme enceinte ou son futur bébé. Rendez-vous en fin d'édition avec Koumba Sissé et Adama Traoré. Lundi 31 mars, bonsoir, bienvenue dans la grande édition. Le lendemain de la fête est mis à profit par de nombreux Bamakois pour se retrouver en famille dans la ferveur de la fête. Ce moment de rassemblement se passe généralement dans les grandes familles. La rencontre qui se passe autour des mets renforce les liens de fraternité et de vivre ensemble. Les uns et les autres profitent également pour se souhaiter des vœux. Mariam Koulibaly et Julie Traoré ont sillonné quelques familles de la place. Suivons. Ce lendemain de la fête de Ramadan est un moment propice pour les membres de nombreuses familles à Bamako de se retrouver en toute convivialité. Un moment de communion et de partage magnifié dans la famille Dité, Sisa Sirakoro, où chacun s'engage pour préserver cette tradition. Vous savez qu'avec le téléphone, les choses ont changé. C'est des messages qu'on envoie, c'est des messages de WhatsApp, c'est des messages écrits. Nous, on a voulu garder la chaleur humaine parce que les rapports sociaux, c'est la chaleur humaine. C'est le rendez-vous, c'est le vécu. On se voit, on sait qu'on se porte bien, on cause, on échange, on demande les nouvelles et on se présente les vœux, les meilleurs et on projette l'avenir ensemble. Nous sommes en fraternité et rien de nouveau, le regroupement familial, l'entraide et surtout la présence des amis et des parents. Nous nous retrouvons à Nyarela, l'un des plus anciens quartiers du district de Bamako, où le concept de grande famille est toujours d'actualité, à l'image de la famille Diakité. Ici, ce sont différentes générations d'une même descendance qui se retrouvent chaque lendemain de fête pour passer la journée ensemble. Une tradition qui existe dans leur famille depuis plus de 4 décennies. Tous les membres de la famille se retrouvent pour célébrer pratiquement la fête de fin d'année de l'Eid el-Fitr. Et le but est de renforcer les liens fraternels entre les différents membres de la famille. Une occasion propice pour qu'on puisse vraiment se retrouver, partager la nourriture ensemble et faire des reconnaissances parce que vu qu'on ne se voit pas à chaque fois, donc c'est une belle occasion pour nous de partager la nourriture et de se saluer. Voilà, ça renforce les liens de fraternité entre nous. Je suis dans la soixantaine, mais malgré tout ça, je viens avec mes petits-fils parce que vraiment c'est la jouissance. C'est la jouissance. Donc c'est un plaisir pour moi d'être au rendez-vous tant que je vis ça, tant que je peux le faire. Parce qu'il va arriver un moment, peut-être je ne pourrai plus le faire, mais maintenant, ça, tant que je peux me déplacer, je vais le faire. Ces différents rassemblements qui cadrent bien avec les idéaux de la fête et de l'islam demeurent aujourd'hui un pan essentiel pour la sauvegarde de la fraternité, du vivre ensemble et de l'unité nationale. Oui, la fête de Ramadan est une célébration à grande ampleur, notamment chez les enfants. Trouver le bon accoutrement pour eux peut couper le sommeil à plus d'un par an. Cette tâche, une fois accomplie, toute la famille est heureuse et peut fêter en toute quiétude. En cette deuxième journée de fête, comment les enfants sont habillés dans la capitale? On vous montre quelques sapes avec Awa Adama Koulibaly et Suleiman Djabaté. Les portefeuilles des papas et mamans ont saigné à nouveau au plus grand bonheur des tout-petits. Âgés entre 5 et 15 ans, les enfants se montrent sur leur 31 dans les lieux de divertissement.
an fa de y'a sanga d'aw ma wa ale de y'a bɛɛ kala fɛnɛ an y'a don k'an bɛna yala palais kɔnɔ. Juste pour venir montrer le coin à les enfants, pour éveiller plus les enfants, puisque c'est pas normal de rester à la maison pendant les fêtes. Pour bien marquer cette tradition à laquelle ils sacrifient les lendemains de fête, chacun opte pour un style vestimentaire qui peut le transformer en une starlette le temps d'une journée. Beaucoup de choix leur sont offerts. Moi-même, j'aime wax. J'aime toutes les tenues, mais vraiment, j'aime le wax aussi. À propos de chaleur. Ne ka fini va ici 3 pièces bara kala ne fa ne ka sabara san. Ne bara sanga ne ma a jara ne. Ne fɛnɛ y'a kalan ka kɛ n ka selimafini a kalanna 1200 parli fɛn fɛn filɛ ne la ne ba de y'a bɛɛ san ka di ne ma. Bazan de ka di ne ye ne bamuso de y'a san sabara fana diya ne ye kojugu ne bamuso de y'a bɛɛ dilan. Si d'aucuns choisissent de se conformer à la volonté des parents, d'autres alternatives traversent certains esprits, à savoir s'accoutrer à l'image de son artiste préféré. Rien n'est omis, des cheveux aux gestuels. Yagubi ojiga silleru wagelen keme fla kulushi doron son ne keme keme nani ne ga selma fini ke karori ne be san feuna wa ma famia ya kadnie ani ngara per fana aga soado ne leviga siré parle maintenant ne wa zuri la legi rapperero. Avec cette grande influence que ces rappeurs cités peuvent avoir sur ces âmes à la recherche de repères, nos artistes doivent tenir compte de l'éducation transmise dans leurs œuvres. Nous, les tout-petits, sommes bien conscients de l'effort fourni par nos parents. C'est pourquoi nous leur adressons ces quelques mots. Et oui, merci au papa et aux mamans. Au 12e jour de la fête de l'Eid el-Fitr, la circulation était assez fluide ce matin sur de nombreuses artères jadis fréquentées. Dont certains de nos concitoyens n'ont pas fait de dérogation à la traditionnelle visite à leurs parents, amis et collaborateurs. Au même moment, les agents de police en charge de la circulation routière étaient bien en place pour faciliter davantage la mobilité. Le constat a été fait par l'une de nos équipes de reportage qui a sillonné certains endroits stratégiques. Tchemoko Konate. Dabanani, une voie massivement fréquentée les jours ordinaires, connaît une fluidité assez remarquable en ce deuxième jour de la fête de Ramadan. À l'image des Dabanani, nombreuses sont les artères principales de la ville des Trois Caïmans qui ne souffrent point d'embouteillage ce lundi. Je trouve que la circulation elle est très bonne. Il n'y a pas assez d'embouteillage. Nous circulons très bien dans toute la ville de Bamako. Cette fluidité de la circulation, selon vous, c'est dû à quoi notamment? Bon, c'est dû à peut-être beaucoup de personnes ont voyagé et beaucoup de gens aussi sont à la maison peut-être aussi. Ils sont en train de fêter en famille. La circulation est bien réglementée grâce aux policiers. En dépit de l'impact de cette baisse de la mobilité marquée par la fluidité de la circulation, certains concitoyens tiennent tout de même à respecter la traditionnelle visite aux leurs dans le but de renforcer les liens sociaux. Pour leur faciliter la traversée des artères, les agents de police chargés de réglementer la circulation leur viennent en aide. La fête est un moment de joie. Je vais rendre visite à ma belle-mère. Je suis accompagné de mes parents, voilà, et de mon frère. Voilà, donc on part chez notre grand-père, voilà, à Bangoni, pour y passer la journée. Et on prie que la paix règne dans notre Maliba et la cohésion surtout. La fête s'est bien passée. Nous sommes en partance à Banakabrou pour rendre visite à notre tonton. Alors que bon nombre de personnes, en l'occurrence les tout-petits, sont dans leurs plus beaux habits depuis hier, des parents sont toujours à la recherche de quoi habiller les leurs au grand marché de Bamako. Comme ces quelques commerçants qui continuent de tenter leur chance,
Les conducteurs de Sotraman, des taxis et des mototaxis, qui constituent eux aussi un maillon essentiel du système, cherchent à augmenter leur chiffre d'affaires. Pour dire que cette atmosphère festive leur offre une aubaine assez florissante. Amine. Et en troisième région, dans le cadre de cette célébration, le chef de l'exécutif régional a rendu visite aux légitimités traditionnelles du Kénédougou et à la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Objectif, les remercier pour leur soutien aux actions des autorités de la transition et leur demander plus d'engagement afin de relever les nombreux défis du moment. Yorubala Diabaté, Taïrou Konati. C'est une visite au pas de charge de Madame le gouverneur de la région de Sikasso dans les familles fondatrices du Kénédougou, au vestibule 2 des Traoré, à la famille Djamtene en passant par le vestibule des Sanogo et celui des Berté. Le chef de l'exécutif régional a prôné le même message, sollicité le soutien des gardiens de la tradition du Kénédougou pour accompagner les autorités de la transition. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus dans les familles fondatrices comme à l'accoutumée, et pour les saluer et les remercier d'abord pour l'accompagnement, les remercier pour les prières qu'ils font chaque jour pour la nation. Après les familles fondatrices, direction la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Avec les opérateurs économiques, Kanté Marie-Claire Dambélé a salué les efforts de ces derniers dans le développement économique de la région et les a exhortés à plus de collaboration pour élever les défis du moment. On est allé également au niveau de la CECIM et pour un peu causer avec les opérateurs économiques et puis les remercier pour l'accompagnement qu'ils ont fait preuve durant tout le mois du Ramadan. Il est demandé également leur accompagnement pour le développement de la région de Sikasso. À chaque étape de sa visite, des bénédictions ont été formulées pour le pays et pour la réussite de la transition. La communauté musulmane du Burkina Faso a aussi célébré ce 31 mars la fête de l'Aïd el-Fitr. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a accompli la prière à Ouagadougou. Il a prié pour la paix, la prospérité et la cohésion sociale pour le Burkina Faso et les pays de l'AES. Le reportage avec Achille Kabouré. Terrain des sports de la salle des conférences de Ouagadougou 1000. Des milliers de fidèles musulmans y sont réunis pour la prière de l'Aïd el-Fitr tel que recommandé par le prophète. Au sein de cette assemblée réunie par la foi se trouve le président du Faso. En communion avec les autres fidèles, le capitaine Ibrahim Traoré accomplit les 2 rakats de cette prière marquant la fin du mois de Ramadan. Un acte de foi et de piété du chef de l'État qui porte en prière le Burkina et les pays de l'AES. La première prière, c'est à l'endroit donc des forces combattantes. Que Dieu les garde en veille, que Dieu les protège, les donne la victoire sur l'ennemi. Et déjà, on remercie Dieu pour tout ce qu'il a pu faire pour nous, tout ce terrain qu'on est en train de gagner ces derniers temps. Et on continue de prier Dieu pour eux, pour qu'il les protège, qu'il veille sur eux et qu'ils puissent donc récupérer tout notre territoire. Et à travers donc cela, prier pour toutes les forces combattantes de l'espace AES pour que le Sahel puisse connaître la paix. Nous prions Dieu pour que l'année prochaine, à l'heure là, nous puissions fêter donc dans la paix, dans la joie et dans l'harmonie. La paix, la stabilité et le bonheur du peuple burkinabé, c'est l'intention portée à Allah par les fidèles qui se réjouissent de la présence du chef de l'État pour
pour la prière. Nous avons appris que le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est venu prier avec nous à l'occasion de l'Aïd el-Fitr. Nous savons qu'il est croyant et un président qui croit en Dieu, c'est une bonne chose. Nous prions Dieu qu'il l'élève, qu'il lui donne la force et la grâce pour qu'il puisse bien diriger le Burkina Faso. C'est un grand plaisir pour nous, en tout cas, d'avoir le président du Faso à la prière pour qu'on communie ensemble. En tout cas, vraiment, c'est un plaisir. Du courage à lui. Vraiment, le combat qu'il est en train de mener, vraiment, que Kalla met sa bataille là-dedans, que la paix revienne au Burkina Faso. Nous sommes très contents de le voir, voilà, ici parmi nous, et nous demandons vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer nos supplications, d'accepter nos prières et de protéger le Burkina Faso, de bénir le président, de le protéger et de garder tous les Burkinabés. Que qu'Allah ramène la paix dans le Burkina Faso et dans tous les pays frappés par des crises de toutes sortes. Dans son sermon, l'imam de la communauté sunnite invite les Burkinabés à œuvrer pour la paix, la sécurité et la cohésion sociale. Invite est également faite aux fidèles à renforcer la fraternité et la tolérance pour un Burkina stable et paisible. Et dans un communiqué déposé à notre rédaction, la Confédération des peuples de l'AES CPAES adresse ses plus vives félicitations au peuple nigérien pour avoir tourné la page de la transition et accordé un mandat de 5 ans renouvelable à son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tchani, désormais président de la République du Niger. La CPAES exprime son soutien indéfectible au peuple nigérien pour cette décision courageuse, marquant une étape décisive vers la souveraineté et la stabilité nationale. Elle salue également l'application des recommandations des assises nationales, notamment la dissolution des partis politiques, un acte fort en faveur d'un renouveau politique au service des intérêts de la nation. Ici au Mali, le Conseil national de la jeunesse soutient les mesures des autorités de la transition visant à prélever des taxes pour réaliser des projets de développement et garantir la souveraineté nationale. Il a dit dans une déclaration qui a réuni des journalistes à la Maison des Jeunes de Bamako. La fêtière de la jeunesse malienne compte organiser des séances de sensibilisation et d'information afin que la mesure bénéficie de l'adhésion massive de la population malienne. Écoutons plutôt le président du Conseil national de la jeunesse CNJ Mali, Sori Ibrahim Sissé. Il est au micro de Abdul Karim Kaba. Conscient de l'importance de ces infrastructures pour l'avenir du pays et le rôle crucial de la jeunesse dans son développement, le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, appelle l'ensemble des jeunes à une prise de conscience collective et à une mobilisation active pour comprendre et accompagner cette initiative. Améliorer les conditions de vie des citoyens à travers des infrastructures modernes et accessibles et réduire les inégalités d'accès aux services de base, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Créer des opportunités économiques et sociales en facilitant le développement local. Le CNJ s'engage à mener des campagnes d'information et de sensibilisation dans toutes les régions et dans toutes les structures déconcentrées de l'État. Et le CNJ, en son sein, nous allons travailler avec nos structures de base, que ce soit au niveau régional, communal, les fêtières, les fédérations spécialisées, pour sensibiliser et donner les bonnes informations à nos camarades. Le CNJ s'engage à veiller auprès du gouvernement que les fonds de soutien mobilisés seront utilisés dans une grande transparence. Nous appelons l'ensemble des jeunes, organisations de jeunesse, associations et leaders communautaires à s'impliquer activement
pour garantir le succès de cette initiative et veiller à ce que ces ressources bénéficient réellement aux populations. Unis, nous bâtissons le Mali croix. Ensemble, construisons un Mali doté d'infrastructures solides pour un avenir meilleur. Participation citoyenne et respect des droits fondamentaux, quel rôle pour les jeunes dans la promotion de ces principes de la démocratie au Mali? Le thème était au centre d'un panel organisé par le consortium des organisations citoyennes et politiques de jeunes et de femmes mercredi au Centre international des conférences de Bamako. Djemba Moussa Konaté, compte rendu. Ce panel sur la participation citoyenne et le respect des droits fondamentaux, quel rôle pour les jeunes dans la promotion de ces principes de la démocratie au Mali, vise à conscientiser la jeunesse sur la place qu'elle doit occuper pour assurer un avenir meilleur pour le Mali. Une manière pour les membres du consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes de commémorer le 34e anniversaire de l'avènement de la démocratie au Mali. Nous sommes réunis ici pour dialoguer, échanger et réfléchir à des solutions pratiques. Mais au-delà des discussions, il est crucial que cet événement se traduise par des actions concrètes. Les conférenciers estiment qu'il est impérieux d'envisager des réformes visant à garantir une participation active des jeunes à la vie politique. Ces réformes doivent faciliter leur accès à l'information, leur favoriser une éducation civique et offrir des espaces d'expression libres et diversifiés. Les jeunes doivent être formés aux principes fondamentaux qui sous-tendent notre démocratie. Il s'agit là de la liberté d'expression, de l'égalité, la justice et la solidarité. C'est ainsi que nous pourrons construire une génération capable de défendre ces principes avec conviction et détermination. La première des choses, la jeunesse constitue la force la plus active, la plus dynamique, la force motrice du changement. Et elle a un rôle éminent à jouer en tant qu'acteur principal même sur le terrain. Donc c'est pourquoi au cours de ce panel, nous avons eu à développer cet élément afin que la jeunesse puisse prendre toute sa responsabilité en tant que bon citoyen et dans le respect strict de la démocratie et pour relever les défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui. Le consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et de femmes est un regroupement de 5 associations qui a vu le jour en 2022. Il est composé du réseau des jeunes leaders politiques du Sahel, de l'association des blogueurs du Mali, du réseau des jeunes leaders politiques du Mali, du réseau des femmes pour la consolidation de la paix et la démocratie 101. Nouvelle, l'ambassadeur du Mali au Togo, Oumar Konaté, avec résidence à Accra, a présenté ce vendredi 28 mars 2025 ses lettres de créance à Fort Gnassingbé, président de la République togolaise. Lors de l'audience qui lui a été accordée, le diplomate malien a transmis au président togolais les salutations chaleureuses et fraternelles du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Il a en outre exprimé son engagement à contribuer significativement au développement des relations d'amitié et de coopération fructueuses entre le Mali et le Togo, dans un esprit de solidarité et en droite ligne des principes constitutionnels qui régissent l'action publique au Mali. Dans la même veine, il a souligné avec satisfaction l'hospitalité africaine réservée à nos compatriotes résidant au Togo et saluer par la même occasion la lecture constructive du Togo concernant la mutation géopolitique au niveau sous-régional en raison de l'avènement de la Confédération des États du Sahel. Lancement à Koutiala par le gouverneur de la région Abdoulaye Cissé de l'opération d'interdiction de circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarit. L'événement est marqué par une séance de formation et une visite de terrain sanctionnée par une prise de dimension de certains véhicules. Brahima Koné et Amadou Dolo.
Dans un premier temps, le lancement de l'opération de contrôle des normes et gabarits des gros porteurs de la région de Koutiala a enregistré une formation des acteurs assortie d'une vague de sensibilisation en faveur du respect de la réglementation. C'est pour préparer les uns et les autres à l'interdiction de la circulation des véhicules gros porteurs hors normes et hors gabarits à compter du 1er avril 2025. Dans le but de garantir l'efficacité de cette mesure, le ministre des Transports et des Infrastructures a sollicité le concours du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la citoyenneté, qui a mis à disposition 44 volontaires chargés de collecter des données sur les véhicules gros porteurs dans 9 postes frontaliers stratégiques dont Kouri pour la région de Koutiala. Le but de cette session est de permettre aux intervenants de s'approprier des outils et instruments de collecte afin de garantir une assimilation complète du contenu de la formation et application effective sur le terrain. Le second temps fort du lancement de l'opération a été une visite de terrain à Sinzinan sanctionnée par une prise de dimension des véhicules concernés. On a fini avec la partie théorique. On est venu sur le terrain pour faire les mesures. Et malheureusement, le constat a été un peu amer. Et pratiquement à part un seul véhicule, tout le reste est hors norme et hors gabarit avec des dépassements de 5 à 6 mètres par véhicule. L'application des nouvelles dispositions devra exiger différents types de sanctions selon la gravité des infractions aux normes de gabarit. Et ce communiqué, le ministre de l'Économie et des Finances porte à la connaissance du public en général et des contribuables en particulier que la date limite de paiement des vignettes automobiles, taxes sur les véhicules automobiles et taxes sur les transports routiers fixée au 31 mars 2025 est reportée au 30 avril 2025. Le ministre de l'Économie et des Finances invite les contribuables concernés à observer strictement le nouveau délai fixé. Plus de 300 millions de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2025 de l'Agence de développement régional ADR Ségou. Ce projet de budget au titre de l'année 2025 était soumis à l'appréciation des administrateurs de la structure réunie pour la 10e session du conseil d'administration. L'examen du rapport d'activité de 2024 était aussi à l'ordre du jour de cette session. Les détails avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. Au nombre des documents soumis à l'analyse des administrateurs figure le compte rendu de la dernière session, le programme d'activité 2024. L'exercice est la 10e session du conseil d'administration de l'Agence de développement régional ADR Ségou. La structure a pu réaliser en 2024 la majeure partie de ses activités inscrites au plan d'action. Parmi ces activités, l'appui au processus d'élaboration du PDSEC des communes, l'organisation et l'animation du CROXAT de la région des Sangs. Permettez-moi de vous réitérer mes félicitations et mes remerciements à tous pour les résultats obtenus, malgré la situation du pays. Je remercie et félicite singulièrement l'équipe de l'Agence de développement régional de Ségou à travers son directeur régional à qui je rends ici un hommage appuyé pour le volume et la qualité des travaux abattus dans le contexte des crises multidimensionnelles que le pays traverse depuis plusieurs années. Pour l'année 2025, le budget de l'ADR Ségou s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de plus de 300 millions de francs CFA. Ce budget serait orienté essentiellement sur 3 axes d'intervention. Le premier, c'est l'accompagnement des collectivités dans la prise de décision à travers l'élaboration des documents de planification comme les plans de développement communaux, comme les plans de développement triennaux, comme le plan de sécurité sanitaire, ainsi de suite. Et dans un deuxième temps, ce budget sera orienté sur la gouvernance, la qualité de la gouvernance, la gestion et l'amélioration de l'offre de services. Et dans un troisième temps, de façon accessoire, ça sera alloué aux questions de lisibilité et de visibilité même de l'ADR sur le plan national et international. Et la grande partie de ce budget s'oriente vers le fonctionnement qui se chiffre à 301 070 106 francs CFA.
À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'Institut national de santé publique INSP a organisé une conférence sur la place des femmes dans le leadership en santé publique et en recherche défis et perspectives. Placée sous le signe de l'émancipation et du renforcement des compétences, l'objectif est de dresser un état des lieux de la place des femmes dans la santé publique. Le compte-rendu de Koumba Sissi. Au Mali, les personnes âgées comptent 4,6% de la population et ce nombre s'accroît d'année en année selon les études. Avec l'âge, le phénomène de vieillissement et plusieurs pathologies comme l'Alzheimer, les différentes formes du cancer, l'hypertension artérielle, le diabète ou encore la prostate s'installent chez les seniors et fragilisent leur bien-être. Des pathologies parmi tant de sujets au menu de cette 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie, une structure qui mène des recherches dans ce sens. Nous assistons à une augmentation significative et progressive du nombre de personnes âgées dans tous les pays du monde d'ici l'horizon 2050. Cette tendance qui milite en faveur des actions et interventions pour promouvoir un vieillissement sans incapacité, les enjeux et les défis relatifs à la longévité seront traités comme des problèmes véritables de développement. Sur les questions de vieillissement, depuis sa création à nos jours, l'Institut a pleinement joué son rôle de chef de file parmi les institutions de recherche. En ce sens que l'ensemble des problèmes étudiés ont trait à la vieillesse et au vieillissement et leur incidence sur le développement. La formation du personnel, l'organisation des journées intergénérationnelles et la tenue des conférences constituent des activités et des interventions qui rentrent dans le cadre des interventions de l'Institut. L'année dernière, la mobilisation des ressources financières n'a pas atteint un niveau satisfaisant, ce qui a impacté les activités de l'Institut. L'Institut a fait face en 2024 à des contraintes liées à l'accessibilité des ressources financières pour mener à bien sa mission principale, notamment la recherche scientifique dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées. L'Institut entend mettre l'accent en 2025 sur la poursuite des activités de promotion des personnes âgées, la mise en œuvre des thèmes d'études et de recherche dans le cadre de la gérontogériatrie et le renforcement des capacités du personnel toujours en gérontogériatrie. Pour la mise en œuvre de ces activités programmées au titre de l'année en cours, le budget de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie se chiffre à plus de 403 millions de francs CFA. Vous l'aurez compris, là c'était plutôt la 25e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Institut d'études et de recherche en gérontogériatrie. Et santé toujours dans Focus Santé, la rédaction s'est intéressée aujourd'hui à la consultation prénatale dite CPN. Cette consultation permet de détecter à temps les pathologies qui peuvent affecter la femme enceinte ou son futur bébé afin de prendre des dispositions nécessaires pour l'accouchement. Pendant la CPN, le bilan sanguin et l'échographie sont obligatoires. Focus Santé, une réalisation de Koumba Sissé et de Adama Traoré. Madame Sidibé Sadamele est à sa 3e maternité. Elle est hypertendue, c'est pourquoi elle suit régulièrement toutes les étapes de la consultation prénatale. Je suis à ma 3e consultation. Je trouve que la CPN est très importante, car je souffre de tension artérielle. C'est pourquoi je quitte Irimadio pour aller suivre régulièrement mes consultations. Je détiens les informations nécessaires sur ma santé et cela me met à l'aise. La grossesse suivie par un professionnel de la santé jusqu'à l'accouchement, c'est ce qu'on appelle la consultation prénatale. Dès que la femme se rend compte qu'elle est enceinte, elle doit commencer la CPN. Les avantages de la CPN sont nombreux. Ça permet de détecter les maladies et les complications pendant la grossesse. Et ces consultations aussi permettent de détecter et de traiter les maladies pendant la grossesse. Ça permet de promouvoir
la santé. Ensuite, la préparation à l'accouchement. Par jour, on peut consulter une trentaine de femmes au minimum. Après la première visite, la femme ouvre un carnet de santé. Celui-ci prend en compte toutes les informations nécessaires sur le nombre de maternités, l'état de la santé de la femme et du fœtus à travers les examens sanguins et l'imagerie. Depuis la première visite, on donne le carnet de consultation à la dame, dans lequel il y a tous les renseignements. Le taux d'hémoglobine, par exemple, si on met dans le carnet. Maintenant, à la prochaine visite, si on voit que le taux est bas, on reprend. Il y a les antécédents obstétricaux, il y a le nombre d'accouchements, le nombre de grossesses, le nombre d'accouchements normaux, les accouchements pathologiques, le nombre d'enfants vivants, le nombre d'enfants décédés. Il y a tout ça là, il y a l'âge de la grossesse. Ensuite, dans le carnet, au niveau de la première page, il y a le plan d'accouchement. Voilà, chaque fois la femme enceinte peut prendre son carnet et réviser le plan d'accouchement. Dans les conditions normales, l'échographie est faite 3 fois avant l'accouchement et le but n'est pas seulement de connaître le sexe de l'enfant. Au premier trimestre, on doit réaliser une échographie. Cette échographie permet la datation et le siège de la grossesse, c'est-à-dire si la grossesse est intra- ou extra-utérine. Si c'est intra-utérine, tant mieux. Dans le cas contraire, si c'est extra-utérine, il faut une intervention chirurgicale, sinon la vie de la dame est en danger. Au deuxième trimestre, l'échographie permet de voir s'il n'y a pas de malformation fétale. Voilà. Maintenant, au troisième trimestre, il faut aussi au minimum une échographie, sinon 2, pour voir le poids fœtal, la présentation, pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes, c'est-à-dire recherche d'anomalies funiculaires ou bien si le fœtus est gros. Par exemple, la femme ne peut pas accoucher par voie basse si c'est une macrosomie. Ça permet de faire le pronostic de l'accouchement. Certaines femmes commencent la CPN tardivement et d'autres l'ignorent jusqu'au terme de leur grossesse. Ces dernières et les bébés qu'elles portent en leur sein courent des risques. Une femme qui ne fait pas de CPN, quand elle vient pendant l'accouchement, on est obligé de faire le bilan. Ça serait une perte de temps. Ou bien elle peut venir avec des complications, par exemple une prééclampsie, voire une éclampsie. Ou bien il se peut qu'elle a le VIH. Or, on doit faire la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Donc, les maladies ne sont pas détectées à temps. Donc, ça peut entraîner des avortements à répétition. Elle peut faire le pali, donc il peut avoir une malformation chez l'enfant. Elle peut faire des accouchements prématurés, voire le décès maternel. Pour éviter toute complication liée à la grossesse et à l'accouchement, les femmes enceintes doivent suivre la CPN à temps en faisant également les examens qu'on leur demande. Et du sport pour refermer ce journal, le tournoi international de l'amitié et de la solidarité a pris fin hier dimanche. En filles, le Mali a disposé de la Côte d'Ivoire 68-28. Et chez les garçons, les cadets maliens ont eu raison des jeunes Ivoiriens 70-59. Les formations maliennes s'adjugent des 2 trophées. Le résumé de ces finales avec Salif Ouedrago. Tenu à Bamako du 24 au 30 mars, ce tournoi international de l'amitié et de la solidarité U16 de basketball a tenu toutes ses promesses au Palais des Sports Salma Toumaïga. Vainqueurs du tournoi, les jeunes Maliens ont démontré leur potentiel tant chez les filles que chez les garçons en dominant leurs homologues ivoiriens pour garder les trophées à la maison. En effet, les filles du Mali invaincues dans ce tournoi confirment majestueusement leur suprématie devant les Ivoiriennes en remportant une victoire écrasante de 68-28. Chez les garçons, l'équipe du Mali a triomphé devant la Côte d'Ivoire 70-59. Pourtant, ce sont les jeunes Maliens qui se sont fait secouer avant de céder à la mi-temps 28-26 pour la Côte d'Ivoire. En seconde période, les cadets maliens reviennent déterminés. Ils font le forcing et créent la différence. Acculés, les Ivoiriens multiplient les pertes de balles et les joueurs maliens en profitent pour renverser la partie 70-59, score final. Avec très peu de moyens, nous avons pu faire venir l'Algérie, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Conakry pour jouer en terre africaine du Mali. Je peux dire que c'est une très belle chose. Les enfants ont eu du temps pour compétir. En une semaine, nos 2 équipes se sont bien comportées. Ce n'est pas remporter la coupe qui est le plus important pour nous. C'est essayer nos joueurs. On avait déjà fait 2 équipes féminines et 2 équipes masculines pour essayer le maximum d'enfants, tester bien sûr, tester qui sont de U16 pour que nous soyons sûrs qu'à l'Afrobasket du Rwanda en septembre,
le Mali sera prêt et que le Mali va chercher son doublé. Au tableau des médailles, les Ivoiriens se consolent avec l'argent et les trophées de la 2e place. Les Maliens s'adjugent l'or et les trophées des vainqueurs. Le secret de tout sport et de toute performance, c'est vraiment une bonne préparation. Et c'est ce que la fédération a compris aujourd'hui en initiant ce tournoi international de l'amitié. Ce tournoi a permis de mettre en lumière la richesse du vivier du talent de basketball malien. Bravo aux filles et garçons maliens. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une bonne reprise demain. Bonsoir.